Merci, nous allons donc reprendre. Après le repas plutôt copieux, l'après-midi est également chargé avec 4 temps d'échange placés sous le titre L'inventaire dans 10 ans. Alors, je pense qu'Alain avait des idées en tête, mais ce n'est pas de la science-fiction, on va rester très concret. Même si nous terminerons donc la journée par une présentation importante sur l'incontournable question de l'intelligence artificielle avec Jean-Bernard. Mais avant d'arriver à ces réseaux-là, ces réseaux informatiques, on va commencer par les réseaux propres de l'inventaire. Avec tout de suite, j'ai sa parole, Caroline Guibaud. Merci Caroline. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Guibaud, chercheure en région Auvergne-Rhône-Alpes, site de Lyon. Donc, on m'a proposé d'introduire ce 4e temps d'échange que la mission a intitulé « L'inventaire, un projet réticulaire, animation, formation, contribution plurielle ». Donc, je vais faire un rapide état des lieux, puis ensuite la parole sera à la salle, comme ce matin. Donc, on nous propose de revenir sur cette notion de réseau, et Claire l'a déjà dit ce matin, l'inventaire fait lui-même réseau. Jean-François Hébert l'avait rappelé déjà auparavant dans son propos liminaire. Et on retrouve ça dans la phrase d'introduction d'Yvon Lamy aux Journées de Bordeaux, donc en 1996. Vous formez une communauté constituée de groupes métiers. Donc cette notion de réseau, elle est vraiment centrale à l'inventaire depuis de tout temps. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles elle arrive aujourd'hui en ce début d'après-midi. Avant la décentralisation, à une époque que Alain a qualifiée de bénie et révolue, que la plupart d'entre nous n'ont pas vécu, moi la première, même si ça fait un bon moment que je traîne mes guêtres à l'inventaire. Mais la mémoire, ça n'est quand même transmise jusqu'à ma génération. Donc ces réseaux, ils s'organisaient de façon très verticale, très descendante, et centralisée, avec le rôle fort de la sous-direction, à l'époque, l'ancêtre de la mission, à l'époque où elle était pléthorique, là aussi je reprends les termes d'Alain, et où elle occupait l'hôtel de Vigny, donc avec un réseau d'experts, la rédaction des documents méthodologiques. Il y a quand même eu 8 livrets de prescriptions techniques entre 68 et 78, toute la collection des vocabulaires, qui est encore en cours aujourd'hui, des réunions, comme ces fameuses journées à Bordeaux qui avaient rassemblé tous les services, des formations à la méthodologie, des formations sur des sujets thématiques. Tout le monde connaît les stages villégiature, stages patrimoine industriel, stages patrimoine rural. Des formations sur des techniques aussi, comme l'orfèvrerie, qui est une des rares qui subsiste encore aujourd'hui de façon régulière. Donc des réseaux d'experts, dont on a aussi parlé ce matin. Et donc à la fois des experts métiers, mais aussi des savoirs techniques. La photogrammétrie, par exemple, ça parlera à certains, qui était une compétence qui était proposée aussi par la mission. Et enfin, les inspections, puisque c'était une époque aussi où on avait un corps d'inspection quand même assez étoffé, et donc des inspections régulières. Et donc tout ça constituait une forme de premier réseau, et la décentralisation, bien sûr, a donné un coup d'arrêt sur ce fonctionnement-là, et modifié les équilibres et a mené au développement des réseaux de pairs, qui existaient déjà. C'est pas une nouveauté, 2004, on change d'époque, mais ils se sont développés et renforcés à partir de la décentralisation, pour combler ce vide, laissé par le fait que l'État jouait un rôle beaucoup moins fort auprès des services en région. Aussi pour intégrer les nouveaux acteurs, puisque les partenariats se sont multipliés. Et donc, ce matin, vous avez dit que c'était la moitié des personnes qui étaient présentes aujourd'hui, presque la moitié, qui n'étaient pas personnel de service régional d'inventaire. Donc, ça montre à quel point c'est important aujourd'hui de compter avec les partenaires qui font aussi bien partie de l'inventaire que nous. Donc l'arrivée des partenaires qui imposent une reconfiguration de ces réseaux, et puis enfin la révolution technique et technologique avec les réseaux Internet et toute leur déclinaison. De la messagerie, notre premier outil de communication partagée, on va dire, aux plateformes et aux réseaux sociaux en bout de ligne. Et un des exemples fondateurs qui fait que c'est moi qui prends la parole aujourd'hui, c'est le fameux projet Gertrude qui a permis d'agréger quasi toutes les régions, des acteurs de quasiment toutes les régions, de tous les métiers, et avec des outils qui à l'époque étaient assez novateurs. On a été, je pense, sur le projet Gertrude, les premiers à pousser la logique de travail dématérialisé et à plusieurs,
aussi loin. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup mieux, enfin, on a d'autres outils, tout ça, tout ça va très vite aussi. Mais voilà, c'était vraiment un projet fondateur à ce niveau-là qui a impulsé une partie des démarches. Le constat qui s'impose, c'est que ça marche, ces réseaux, si on a un projet commun, qui peut être un projet d'ailleurs défini dans le temps. Il y a des réseaux qui n'ont pas forcément vocation à perdurer dans le temps. Et si on a aussi une animation. Il faut un animateur, un chef de projet, une tête de réseau. Et l'autre question, constat que je me suis posée aussi, c'est quelle est la pérennité et quelle est la valeur normative de ce qui est produit par ces échanges dématérialisés. Parce qu'avant, quand c'était la mission qui nous envoyait des livrets de prescription imprimés, toutes les régions les recevaient par la poste et on prenait état et les gardait après dans les placards. Là, aujourd'hui, tout ce qui est produit sur des supports dématérialisés, qui en fait la capitalisation, qui dit que c'est ça qu'il faut appliquer, à qui reçoit cette information-là et comment est-ce que c'est conservé? Ça, c'est des vraies questions. En parallèle, une autre question qui est remontée aussi de ce que vous avez pu poser via le formulaire, c'est la question de la formation, qui est dans l'intitulé qui m'avait été proposé. Et en effet, on constate cette demande très forte de formation. Et à côté des formations toujours entre pairs, des journées d'études qui nous permettent de débattre de sujets métiers, qui sont organisés très très bien par plusieurs régions qui font ça soit ponctuellement, soit même sur des supports périodiques. Donc très bien, mais déjà il faut pouvoir y assister, ce qui n'est pas toujours facile. Et ça ne remplit pas non plus les besoins de formation statutaire ou de formation qualifiante, et vraiment très légale, inscrite dans le droit individuel à la formation. Et pour certains, pour pouvoir passer un échelon, il y a des régions qui demandent d'avoir fait un certain nombre d'heures. Et donc ces formations, il faut les trouver, il faut pouvoir y assister, il faut avoir des choses qui nous intéressent. Et ni l'INP, ni le CNFPT n'apportent de vraies solutions à ces questions-là. Donc, est-ce que j'ai... Non, voilà. Mais j'ai une petite question là voilà, merci, qui s'affiche. Donc, pas de surprise, je vous propose plusieurs temps d'échange que j'ai listés là pour que vous les ayez sous les yeux. Donc déjà, la première question, c'est comment assurer l'animation et la pérennité des réseaux? Faut-il les structurer? Avec quels moyens? Qui doit être le moteur? Les réseaux de pairs peuvent-ils se substituer ou accompagner une offre coordonnée par le ministère, par la mission, pour ce qui est de la formation? Je vois que le mot formation d'ailleurs est absent de cette phrase. Voilà, il faut se relire. Et au-delà de l'inventaire, un point que je n'ai pas vraiment abordé, mais qui est remonté quand j'ai préparé ce sujet avec les membres de mon service, que je remercie, c'est de penser au réseau qu'on fonde aussi de façon plus informelle avec tous nos partenaires légitimes, mais qui ne sont pas forcément conventionnés. Donc, les gens qui travaillent sur le patrimoine et qui ne sont pas les réseaux de la recherche non plus, pas les réseaux académiques. Donc, les gens qui ont des subventions de la région, les CAUE, les VPH, les associations, nos collègues de la région aussi. Comment est-ce qu'on travaille avec eux à la fois sur l'aménagement du territoire, sur les lycées, sur le tourisme. Voilà, donc selon le temps qu'on a, alors vous pouvez aussi vous lâcher, débattre quand vous voulez sur tous les sujets. Et je vais juste vous proposer une petite animation brise-glace, comme on me l'a dit là, pour commencer. Je vais proposer aux gens des différents réseaux que j'ai pu déjà identifier de se lever à l'appel de leur nom de réseau. Donc je les ai divisés en deux, les réseaux métiers d'abord et puis les réseaux thématiques ensuite. Donc les réseaux métiers, je vais demander aux photographes de se lever. Merci. On va enchaîner. On va enchaîner parce qu'il faut aller vite. Alors d'une part, c'est pour vous réveiller un peu après le déjeuner et aussi pour que vous puissiez vous identifier les uns les autres, pour que la mission aussi puisse voir qui serait intéressé par un réseau. Parce que là, les réseaux métiers, vous êtes dans un métier, vous n'y êtes pas. Par contre, les réseaux thématiques, il y a des gens qui peuvent dire « Ah ça m'intéresse, j'ai envie d'y être », levez-vous. C'est pas parce que vous n'avez jamais participé à une réunion que vous n'avez pas vocation à vous lever. Donc tout le monde se lève. Donc j'appelle les documentalistes. Documentalistes. Waouh. Quoi? Ouais. Les administrateurs, administratrices de données. Dessinateurs, dessinatrices, cartographes.
Est-ce que j'ai oublié un métier? Les administratifs, oui, en effet. Mais oui. Et c'est vrai que je n'ai pas appelé les chargés de valorisation. Hein? Voilà. Les chefs de service? Allez, les chefs de service. Mais c'est pas un réseau. C'est pas un réseau. Et alors, je passe du coup au réseau thématique. Et là, on va voir plutôt les chercheurs se lever. Donc, villégiature et thermalisme. Allez. Bravo. Les lycées, ils devraient être nombreux, puisqu'il y a la journée de demain. Patrimoine industriel. Patrimoine de la reconstruction. Allez, allez. Ah ouais, quand même. Patrimoine urbain. Ah oui, on se lève, on se relève. Hein. Patrimoine rural. Il y en a plein que je ne connais pas. Les jeunes. Les jardins. Vas-y. Architecture du XXe siècle. Patrimoine militaire. Le tout nouveau, patrimoine religieux. Proposé ce matin, les gens qui sont intéressés. Et est-ce que j'en ai oublié? Alors, projet Gertrude, si vous voulez vous lever, les ateliers, les membres du COPIL. Allez. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Je ne sais plus. Le sport. Ah oui, et la pige. Le sport. Et alors, le dernier, parce qu'il faut quand même qu'on passe à de la vraie discussion. Hein. Et là, il faut que tout le monde se lève. La pige. Allez, on se lève, on se lève. Voilà, donc maintenant la parole est à vous. Un exemple d'action de réseau, quelque chose que vous voudriez voir réaliser. Une idée d'outil aussi, qui serait à mettre en place. Merci. Myriam Favreau, je suis chercheuse au service régional de l'inventaire de Nouvelle-Aquitaine sur le site de Poitiers. Mais c'est plus avec ma casquette de présidente de la Pige que je souhaitais intervenir, puisque réseau, c'est forcément un écho très fort pour l'association, puisque c'est un de ses buts premiers de faire justement ce réseau entre les adhérents actuels et futurs, puisque j'ai vu que toute la salle ne s'est pas levée, donc on a une petite réserve. Et alors, parce qu'on en a parlé lors des journées de l'inventaire qui se sont déroulées à l'Isle-sur-la-Sorgue en début octobre dernier, ces questions justement de ce qu'on fait de notre association et de comment on veut la voir s'inscrire dans le réseau, et on a vraiment compris, on le savait, mais on a vu qu'il y avait une véritable attente de la part des différents services, des chercheurs, mais de tous les métiers, de se retrouver au sein de cette association pour
pouvoir continuer à travailler d'une manière alors peut-être un peu plus informelle. On a également posé la question lors de ces journées de l'articulation avec la mission et de comment est-ce que l'association est alors je dirais pas un outil, mais parce qu'on n'a pas envie d'être utilisé, mais quand même un relais. Comment est-ce qu'on peut être un relais auprès de la mission pour pouvoir faire passer des informations, pour pouvoir enclencher des projets avec les adhérents, mais aussi d'une manière un peu plus large, puisque au niveau des adhérents de la Pige, effectivement, on a aujourd'hui une centaine d'adhérents, donc on est loin de rassembler et de toucher tous les services et toutes les régions. Donc là, c'est pareil, il y a un petit réservoir. Mais voilà, aujourd'hui, on travaille avec le conseil d'administration à la préparation de différentes choses qui pourront se dérouler sur 2025, peut-être des webinaires. On a évoqué plusieurs sujets, des journées d'études aussi, parce qu'il y a vraiment un besoin. Mais voilà, on est aussi ouvert à d'autres propositions, à d'autres choses qui pourraient venir de la part des adhérents pour continuer à faire réseau auprès de vous. Merci. Bon, rebonjour. Je me permets de rebondir tout de suite sur votre proposition. Oui, Anthony Deguilly du service des archives départementales du Val d'Oise et la mission inventaire pour le département. Nous n'avons pas pu malheureusement venir aux journées de l'Île-sur-la-Sorgue parce que dans le contexte budgétaire, et il nous est interdit de sortir du département. Enfin, tout ce qu'on ne peut pas faire avec un pass Navigo ou une voiture de service, c'est pas possible. Donc, c'est une des choses que je voulais dire plutôt à la fin, mais que je dis maintenant. Si on peut développer effectivement le webinaire et tout ce qui est accès à distance, parce que là, vu l'année budgétaire 2025, je pense que ça va être assez compliqué. Et d'après ce que j'ai pu entendre des conversations des uns des autres depuis ce matin, je suis loin d'être la seule dans ce cas. Oui, bonjour, Bénédicte Dution, région Normandie, site de Rouen. Moi, je voulais apporter un témoignage sur la pertinence des réseaux de pairs parce que j'ai pu en fait faire partie de 2 réseaux thématiques. Anciennement, le réseau interrégional patrimoine des lycées, qui, je trouve, a vraiment joué un rôle et continue de le jouer. Et je pense que ce qui est bien, là, c'est à la fois la présence forte des régions, avec plutôt une région un peu chef de file, et la présence du ministère. Et puis également, et là, en étant partie prenante dès le départ, et de la création du réseau thématique sur les parcs et jardins. Et là aussi, on retrouve, je dirais, un peu ces 2 piliers, les régions et le ministère, et avec la nécessité d'avoir, je dirais, des rencontres en présence au moins une fois par an. Je pense que ça, il y a vraiment aussi cette idée de rencontre avec des rencontres effectivement qui ont une visée à la fois de formation, mais aussi de sensibilisation de collègues sur ces thématiques. Après, je souligne vraiment l'intérêt de ces dynamiques, même si ces réseaux ne remplacent pas forcément une formation qualifiante. Hein. Mais je veux dire, ça en tout cas, voilà, je témoigne de l'intérêt de ces dynamiques, en espérant qu'elles se poursuivent. Après, la question qui se pose aussi, c'est jusqu'où on peut aller en termes, par exemple,
de plateformes d'échange ou de publication. Voilà aussi, parce que souvent c'est en plus de missions, des missions ordinaires. Voilà, merci. Cette question des moyens, c'est une question qu'on a soulevée aussi quand on a préparé cette séquence avec mon équipe. C'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer aux fiches de poste des agents qui seraient en charge, par exemple, d'être tête de réseau, parce que c'est du temps d'organisation. Et les régions ne mettent pas toutes les mêmes types d'organisation, les mêmes types de moyens sur ces missions-là. En général, ce n'est pas identifié. Bonjour, Jean Bernard, chercheur à Châlons-en-Champagne, donc au service régional de la région Grand Est. Et moi, je suis en effet très sensible à ces questions de réseau, d'échanger ensemble, parce que je pense que c'est vraiment la force de l'inventaire, c'est d'avoir une méthodologie nationale, une vocation nationale, d'échanger entre nous pour partir du terrain, du plus local et réfléchir globalement, faire de la synthèse, échanger entre nous. C'est bon pour toute personne dans une dynamique de recherche de connaissances. Et en effet, la question des moyens est cruciale. Dans le cadre des ateliers de Gertrude, j'ai pu expérimenter avec plaisir le fait de pouvoir échanger entre régions. Et souvent, quand on se voit comme aujourd'hui au Lapige, c'est « Ah, enfin, on s'est vu en visio, mais on se voit enfin en vrai ». Mais ça montre en fait qu'on a déjà développé une relation avant de se voir. Ce qui fait que j'ai senti la même presque frustration au Lapige, de dire bah voilà, telle personne n'a pas pu venir, on ne se voit pas assez souvent. Mais au moins, on a ces temps d'échange entre deux, ce qui fait que les temps où on se voit, on peut tout de suite aller sur des sujets vraiment de fond. On n'est pas juste à dire bon, bah, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces temps d'échange entre les deux. Maintenant, la question, c'est quels outils on utilise. Moi, je vais être honnête, ça fait pas très longtemps que je suis à l'inventaire et je suis très humble. Je n'ai pas vraiment l'historique de tout ce qui a pu se faire, de tout ce qui a pu marcher ou ne pas marcher. Je sais qu'il y a eu des initiatives, notamment de groupes. Alors, sur Gertrude, il y a différentes plateformes qui existent. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des idées de faire également des groupes de discussion sur d'autres sujets que Gertrude. Et moi, notamment, ce que je me dis, ce qui serait très fort, c'est de pouvoir partager des réflexions, mais aussi des ressources. Si on prend l'exemple de Zotero, du logiciel de bibliographie, on peut partager des bibliographies. On pourrait partager voilà, des fichiers, des retours d'expérience, énormément de choses. Et moi, à titre personnel, dans la région Grand Est, j'ai pu beaucoup expérimenter l'usage de l'outil Teams, avec notamment des partenaires qui n'ont pas accès au serveur, par exemple. On s'en est beaucoup servi pour réfléchir sur l'harmonisation de nos doctrines tout au long de l'année. Et à titre personnel, avec des personnes volontaires croisées notamment lors de la pige, j'ai créé quelques groupes thématiques pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Donc voilà, en gros, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des solutions techniques qui soient développées. J'avais pensé à Teams, mais je sais que ça peut avoir certaines limites. Toutes les régions ne l'ont pas, tous les services ne l'ont pas. Est-ce qu'il y a déjà des projets en cours dont je n'aurais pas connaissance, peut-être plus avancés, plus matures? Je serais ravi de le savoir, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, à l'heure de la visio, mais aussi des restrictions budgétaires, et puis de l'intelligence collective, de développer ça avec les moyens techniques nécessaires. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions en cours. Moi, j'avais pensé à Teams, donc je suis à votre écoute. L'outil, c'est une vraie question, en fait, parce qu'un outil, c'est aussi une administration, c'est un endroit de stockage. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui met des moyens derrière. Et ce quelqu'un, c'est qui? Pour le projet Gertrude, ça a été la région Rhône-Alpes. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que le projet a pu se développer comme il s'est développé. Mais voilà, pour nous, on va dire, à l'inventaire, est-ce qu'on aurait un outil centralisé pour tous les groupes de travail, tout type de support, tout ça? Ou est-ce que chaque réseau, finalement, fait avec son outil qui va mettre à disposition de son petit groupe, avec les questions de récupération de la donnée, de pérennité, enfin voilà, tout ce que j'ai évoqué aussi. Donc, c'est une vraie question. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Il y avait pour le monde des archives, du coup, il y avait les archivistes régionaux ont une plateforme, mais c'est un peu sur le même principe parce qu'elle est hébergée par la région Occitanie. En fait, c'était Languedoc-Roussillon, puis Occitanie qui avait mis à disposition avec l'outil Jetco. Mais voilà, alors ça a dû évoluer, il me semble que ça a évolué, ça a dû migrer vers un autre outil, je ne suis pas sûre que ce soit encore cet outil-là,
Et c'était une plateforme de partage des informations. Et puis éventuellement pour pouvoir créer des documents de travail sur des fiches projets sur différentes thématiques liées à l'archivage. Et pour ce qui est du CA, du conseil d'administration de la Pige, on a aussi ouvert un canal Teams. Et là, alors pour le coup, c'est région Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est moi qui ai demandé sa création. Et chez nous, tout passe par la DSI. On ne peut pas créer nous-mêmes les groupes. À partir du moment où on a des personnes de l'extérieur, il faut qu'on passe par la DSI qui ouvre le canal, enfin qui ouvre le groupe, qui crée le groupe. Et ensuite, à l'intérieur de ce groupe-là, on peut créer des canaux différents. Mais voilà, donc ça reste aussi quelque chose un peu en fournissant les adresses mail. Donc ça veut dire que le groupe ne peut pas changer toutes les semaines, sinon c'est pas gérable. Donc voilà, c'est un peu même principe. Donc Florence Cornillot, Centre Val-de-Loire. Je me disais, donc, pour le groupe Gertrude, en effet, on a eu un outil longtemps mis à disposition par la région Rhône-Alpes. Là, aujourd'hui, on a effectivement des équipes Teams mises à disposition par la région Grand Est de manière temporaire. Lors du prochain marché, ça pourrait être des équipes Teams ou peut-être ce sera un autre outil, je n'en sais rien, qui sera mise à disposition par l'association Epsilon, qui est cette association qui regroupe les DSI des régions de France pour pouvoir faire des investissements en commun. Et donc Gertrude en est l'un des plus beaux exemples, je crois, en tout cas le plus ancien. Et je me demandais, alors là c'est vraiment... Est-ce que l'association des régions de France a des moyens comme ça ou alors est-ce que ça passe par une région volontaire et puis il y a une convention avec les autres régions je ne sais pas comment ça s'était fait à l'époque en Rhône-Alpes, mais pour formaliser un peu la chose et avoir au moins peut-être une réponse là-dessus, ce qui après ne nous dispense pas de nous poser la question de l'archivage, de la modération, de l'animation, etc. Et déjà, il faut poser la question de qui demande à Epsilon, à quel titre? Là, ce ne serait pas Epsilon, ce serait l'Association des régions de France. Pardon, l'ARF, et à quel titre? Mais oui, non, mais tout à fait. Anthony de Huy, les archives départementales du Val d'Oise. Dans le monde des archives, nous dépendons du service interministériel des archives de France, qui met à notre disposition un site internet sur lequel est rassemblée toute la législation qui concerne le domaine des archives. Ça, c'est un premier outil et une grosse base de données. Ensuite, on a la plateforme Osmose, qui est une plateforme qui, alors je ne sais plus très bien si elle est gérée par le SIAF ou qui la gère. Cette plateforme Osmose, en fait, on se rassemble entre communautés d'archivistes, les archivistes régionaux, les archivistes départementaux, ceux qui s'intéressent à telle ou telle thématique, etc. Et il y a des lieux de stockage pour toute la documentation qui peut intéresser ces différents groupes. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait imaginer de dupliquer pour l'inventaire général et ces nombreux sous-groupes. Et enfin, la principale base de données pour les archivistes, c'est l'AF, l'Association des archivistes de France, qui est un site internet dont une partie est publique et l'autre partie, il faut être adhérent. Et vous avez tout un tas de ressources métiers qui sont disponibles, des groupes de réflexion, des formations, etc. Et donc, c'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait faire à l'inventaire qui serait très très utile. J'ai toujours dit que les archivistes, c'était une des dernières corporations métiers de France, et je pense qu'on pourrait faire la même chose à l'inventaire. Alors on a déjà le site de la mission qui a rouvert il n'y a pas si longtemps, donc pour la partie outils réglementaires, page ministérielle, page ministérielle, mais voilà, où on a les ressources, hein, donc la première partie de ce que vous évoquiez, mais par contre tout le reste, on en revient toujours à la même question. Les archives, c'est un énorme service, quoi. C'est une force de frappe en termes de budget, tout ça. Nous, on n'a pas du tout.
Eh ben, il y a quand même, vous êtes beaucoup plus nombreux. bah Vous oui. pouvez faire des formations via le CNFPT, des choses comme ça, parce que l'inventaire ne peut pas avec le nombre de personnel. Ah oui. Je peux parler non, mais parce que comme j'ai le micro. Donc, Jean Davoignot de la mission Inventaire. C'était juste, je voulais rebondir sur les deux groupes thématiques dont on a parlé et dont a parlé Bénédicte, c'est-à-dire le groupe lycée et le groupe jardin, pour dire qu'il y a aussi une autre question, c'est la géographie, ou du moins l'aire d'étude du groupe. C'est-à-dire que le groupe jardin n'est pas un groupe qu'inventaire. Il y a des gens, des collègues, des DRAC, des monuments historiques. Et dans le groupe sur les lycées, on a quand même pris un peu l'habitude maintenant, d'abord de les faire en mixte, présentiel et visio, parce que sinon c'est bien, comme a dit Bénédicte, de se réunir une fois par an en présentiel, mais parfois c'est difficile pour que tout le monde puisse venir, donc le faire en visio et en présentiel, ça a son avantage. Et à chaque fois, c'est un peu une tradition, maintenant on invite des gens d'autres services. Les archives nationales, justement, sont venus à de nombreuses fois nous aider. Les gens de la DGCA, de la Direction Générale de la Création Artistique, sont venus aussi sur le 1%, etc. Nos collègues de la Direction de l'Architecture sont venus présenter l'architecture contemporaine remarquable, la labellisation, etc. Et nos collègues des MH ont toujours été invités et sont toujours venus aussi présenter des nouveautés, des nouvelles façons de monter les dossiers, des nouvelles possibilités juridiques, etc. Et je crois que aussi s'ouvrir, c'est pas mal aussi. Hein. Plus un dispositif technique qui a été mis en place, là encore, par Auvergne-Rhône-Alpes pour qu'on puisse communiquer sur le sujet. Rebonjour, donc Cécile Estienne, département de la Seine-Saint-Denis. Moi, c'était plus une question. Quelle est en fait, par rapport justement à ce réseau entre pairs, par rapport au dernier paragraphe que vous nous présentez, je ne sais pas si vous avez structuré aussi un réseau un peu d'animation au niveau des régions. Alors moi, je parle ayant plutôt beaucoup travaillé en Île-de-France et je pense que mes collègues de la région me suivront aussi. On n'a pas, je trouve, réamorcé depuis plusieurs années un groupe en fait entre pairs à la région, que ce soit entre les services qui font de l'inventaire ou produisent de la donnée qui pourraient potentiellement intégrer les données de l'inventaire, mais quelque chose de plus large sur les professionnels qui voilà, génèrent de la connaissance ou produisent aussi de la valorisation. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples en région de ce type d'animation, en tout cas territoriale. Et pour le coup, les régions, du fait de la compétence obligatoire, seraient pour moi en chef de file. Bonjour, alors moi je m'appelle Marie Caillot, je suis responsable du pôle partenariat et public au service de l'inventaire du patrimoine à la région Bretagne. Effectivement, on a mis en place une gestion partenariale assez importante, comme vous l'aurez compris, au niveau de la région Bretagne. Et donc ça s'accompagne aussi de réseaux qui sont mis en place, qui ont plusieurs natures. On a à la fois des réseaux qui regroupent tous les partenaires engagés dans des opérations d'inventaire. On se réunit une fois par an lors d'une journée partenaire en mars-avril, pour échanger sur des problématiques communes. Là, cette année, c'était sur l'anniversaire de l'inventaire. On a pu, par exemple, échanger sur quelle formation proposer aux partenaires. Et puis, en plus de ce réseau qui réunit l'ensemble des collectivités, associations, universitaires intéressées par l'inventaire et qui contribuent, on a aussi, au niveau de chaque étude thématique régionale, des réseaux associés. Ces réseaux, ils sont tous très différents parce qu'en fait, ils s'adaptent aux finalités, aux enjeux de chaque opération. Par exemple, l'étude Pan de Bois va réunir à la fois des urbanistes, des aménageurs, des architectes, des collègues aussi de la région Bretagne potentiellement qui peuvent être intéressés au niveau de la direction de l'aménagement. Donc voilà, tout un ensemble d'acteurs très différents. Je ne vais pas faire forcément tous les réseaux, mais voilà, un petit mot sur la région Bretagne. Et qui se réunissent aussi une fois par an. Donc ça fait quand même beaucoup de réunions de réseau. Oui, alors c'est vrai qu'en plus on a différentes échelles. Je complète au fur et à mesure des petites. Donc ça c'est au niveau régional et on participe aussi effectivement
au niveau territorial à des réseaux structurés notamment par des EPCI qui conduisent des opérations participatives et où là on va proposer de la formation. Peut-être je rajoute juste un tout petit mot justement sur la formation parce que ça faisait partie des questionnements. On a mis en place un parcours de formation pour les partenaires de l'inventaire et les contributeurs d'opérations participatives, qui est vraiment cadencé avec une formation initiale de sensibilisation à la méthode d'inventaire, une découverte des outils et des enjeux techniques, puis des formations approfondies en fonction des réalités, des besoins rencontrés en cours d'opération, et puis des temps de rencontres autour de problématiques communes, par exemple, comment réussir une opération participative, et il y a plein de choses qu'on peut imaginer pour la suite. C'est vraiment un travail en transversalité entre le pôle études et expertise, donc où on va retrouver les chargés d'études, et le pôle partenariat public. Et moi, du coup, mon rôle, justement, c'est de pouvoir identifier des problématiques communes, coordonner, animer cette gestion de tête de réseau. Et voilà, donc c'est aussi des compétences particulières qu'on a. Donc Anaïs Comet, toujours région Occitanie. Juste un petit retour d'expérience. Nous, on a mis en place depuis 4 ans maintenant quasiment des webinaires à intervalles réguliers à destination de l'ensemble du réseau inventaire de la région, parce qu'on est une région où on est une quinzaine au niveau du service régional, mais on travaille avec une trentaine de partenaires répartis dans tout un tas d'autres collectivités. Et donc on fait ça à peu près tous les 2 mois, donc on en a 4 par an depuis le printemps 2021, si je ne me plante pas, plus une journée en présentiel, une fois par an, et à chaque fois donc on travaille sur des thématiques différentes. L'idée c'est de faire intervenir 1 ou 2 experts du sujet qu'on va traiter ce jour-là, qui sont généralement des experts extérieurs. Généralement on fait appel à la mission, mais pas toujours, on fait appel aussi... Certains d'entre vous sont intervenus dans ce cadre-là d'ailleurs et je vous remercie. Et ensuite, l'idée, c'est des présentations vraiment courtes de l'ensemble des chercheurs Occitanie sur des problématiques précises. Et l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment un échange et un partage d'expériences. Et ça marche plutôt bien puisqu'on est systématiquement, et ça ne baisse pas, depuis le début, autour de 30 à 40 personnes qui se connectent à chaque fois. Donc c'est plutôt une réussite et on continue à organiser tout ça. Oui, bonjour, Stéphane Asseline, donc je suis photographe en Île-de-France. J'interviens juste après, mais je voulais dire que pour les photographes, c'est compliqué, ça a été compliqué jusqu'à peu de temps, et je reviendrai dessus tout à l'heure, d'animer, de créer un réseau spécifique à la photographie. On a essayé de faire ça, on s'est lancé avec quelques photographes, on a créé un collectif, on a essayé de faire adhérer les photographes autour de ce collectif juste avant le Covid. Et on l'a dissous hier soir parce que Alain est là maintenant, parce qu'on peut maintenant de nouveau se retrouver. On n'avait pas d'outils en fait, on n'avait pas d'outils pour que les chefs de service, on n'avait pas de structure pour que les chefs de service puissent défrayer les photographes. On n'avait pas de structure qui pouvait être vue comme un organisme de formation. Et donc maintenant, je reviendrai dessus tout à l'heure, grâce à la nouvelle équipe, on peut à nouveau animer un réseau photo. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu considères comme étant la nouvelle structure, justement, depuis que le collectif a disparu ? Le collectif est devenu caduc à partir du moment où on a pu avoir le soutien du ministère. C'est-à-dire que nous, photographes, il nous faut une structure qui va porter la formation, ou en tout cas l'événement, la journée métier, pour qu'ensuite les chefs de service puissent signer
les ordres de mission. Donc on a fait comme on a pu. On avait créé ce collectif parce qu'il n'y avait rien en fait, hein, tout simplement. Il y avait la pige, mais bon, nous on voulait essayer de faire quelque chose spécifiquement à la photographie. Et à partir du moment où Alain est arrivé, je lui ai un peu sauté dessus. Et puis on a tout de suite embrayé et on a pu construire la journée d'hier. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'on tourne autour de la question des outils et de l'organisation, hein, de qui porte le réseau, la tête de réseau. Donc voilà, c'est pour ça que je refais préciser ce point-là. Juste pour dire, je pense que vous ne l'aviez jamais perdu, le soutien du ministère. Le problème, c'est qu'il y a eu un moment où nous, on ne se sentait peut-être pas légitime pour vous proposer quelque chose. Et par rapport, il y avait vous aviez aussi, après avoir été décentralisé, une certaine méfiance vis-à-vis de nous. Donc je pense qu'il y a eu un moment... Il y a eu un moment difficile, hein, je pense. Gilles André de Grand Est, on a quand même fait des choses avec Sophie il y a 6 ans. C'est encore. Oui, non, on n'a pas eu de défiance de l'autre côté. De la part des photographes, ça n'a jamais été le cas. Je ne crois pas. Mais bon, on a toujours voulu avoir la. Enfin, je m'engage peut-être pour tout le monde, mais voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Donc, non, ce qui a fonctionné et qui a encore fonctionné aujourd'hui, c'est la réussite d'une coopération entre le ministère et une région. Parce que là, c'est l'Île-de-France, précédemment, c'était le ministère, la région Lorraine. Voilà, c'est quand on travaille en partenariat. Et la première fois, quand on a pu se réunir après cette fréquence qu'on avait au ministère de se voir tous les ans, notamment parce que Bruno Malin-Vernou animait ce groupe, il y avait quelqu'un qui était là pour animer le groupe des photographes, il y a eu cette double invitation DGPAT et votre DGPAT et notre DGS qui fait que ça a débloqué la situation et que les régions ont accepté que les photographes se déplacent et soient défrayés. Il y a eu cette solution administrative pour que ça fonctionne. Voilà. Marceline Brunet, chef du service de l'inventaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voudrais peut-être faire un petit crochet sur la question de la formation. Et je pense à notre formation à nous, équipe. Caroline y a fait allusion et ce qu'elle a dit me paraît être extrêmement important. C'est qu'à l'heure actuelle, moi, je me sens en tant que chef de service assez désemparée parce qu'il y a une forte demande et il n'y a absolument aucune offre de formation qualifiante. On a parlé là des photographes, effectivement. C'est peut-être pour eux, les pauvres, que c'est peut-être le plus difficile, le plus ardu. Mais je pense que pour les chercheurs, pour les documentalistes, pour les dessinateurs, c'est exactement la même chose. Le problème essentiel qu'on a, c'est que toutes les spécialités qui sont dans les équipes, tous les collègues, tous les individus ont besoin de progresser dans leur métier, ont besoin de bénéficier de formations qualifiantes pour les aider du point de vue d'acquisition de compétences, mais également pour leur carrière. Et c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est très légitime. Et on n'a aucune offre. C'est assez préoccupant et je pense que c'est un problème qui se pose, j'imagine, de la même manière dans toutes les régions. Et je crois que c'est une question qui, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on a été décentralisé. Ça a été en 2004, je me souviens, il y avait eu des groupes de travail là-dessus. C'était Elisabeth Pastva, notre collègue de... Alors, je ne sais plus, Franche-Comté, je crois, c'est ça, ouais. Franche-Comté qui nous avait, elle venait de la territoriale. Donc, elle savait très bien qu'il ne fallait rien attendre du CNFPT et elle n'a pas arrêté de nous mettre en garde contre ça. Malheureusement, elle avait raison. Donc, moi, je crois que c'est très important. Alors, on est là à s'interroger gravement sur comment former les bénévoles participatifs, là. Mais le problème, c'est qui c'est qui va nous former, nous ? Parce que moi je vois bien les chercheurs et les photographes de mon service qui prennent un temps fou à former les partenaires, c'est-à-dire les agents de l'inventaire qui sont dans les autres collectivités, genre les comités d'agglo, parfois les départements. On y passe un temps considérable au détriment de notre recherche. C'est un bon investissement.
C'est très bien, il faut le faire, mais ça prend un temps fou. Et pendant ce temps-là, eh ben, nous, on ne se forme pas. Je n'ai pas regardé là. Pardon. Oui, donc il nous reste 5 minutes. Juste pour apporter un complément sur les structures qui ne nous ont pas aidés et qui ne pourront pas nous aider, je pense que c'est l'ARF. On a eu... Non, mais il faut le dire, c'est quand même plutôt une organisation politique, ça regroupe les élus avant tout. On a essayé de travailler avec eux au début. On a dû avoir un rapport commandé à un cabinet d'avocats sur les publications, si je me souviens bien. C'est la seule chose qu'on avait eue. Et après, on n'a rien eu. On n'a pas eu de soutien de l'ARF. On ne l'a jamais eu. Donc attendre quelque chose de l'ARF aujourd'hui, je crois que ce n'est pas possible aussi. Alors, moi, j'ai juste une question, du coup, peut-être pour Alain Besky. Je me demandais où en était la convention signée avec l'INP. Et c'était une annulation. Il a un micro, alors. Fair play. Donc la question était donc sur la convention, hein, c'est ça, qui lie l'INP au ministère. Alors, on revient dans un cadre de discussion avec l'INP, parce que l'INP, on peut en parler, ils sont juste au-dessus, donc peut-être qu'ils vont nous entendre. Voilà, donc l'INP, en gros... a fait un petit peu ce qu'elle a voulu avec la formation alors principalement des conservateurs, puisque la formation de l'INP s'adresse essentiellement aux conservateurs, aux chercheurs. Donc évidemment, pour tous les autres métiers de l'inventaire, il n'y a pas de réponse de l'INP aux besoins en termes de formation. Et alors pour répondre plus précisément sur la convention, c'est Sophie Cueil qui avait négocié. Voilà, c'est Sophie Cueil qui avait négocié auparavant cette convention, donc je laisserai le micro. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on revient dans un cycle donc, de discussion avec l'INP pour essayer de trouver de nouvelles modalités de collaboration entre le ministère et l'INP pour faciliter, fluidifier l'accès à la formation. Et puis on essaie également de regarder dans d'autres directions. Et notamment, je sais bien que le CNFPT n'a sans doute pas répondu aux besoins de formation des collègues jusqu'à présent, mais c'est pas parce que par le passé, donc le CNFPT, qui avait une offre, ensuite s'est retiré. Je pense qu'aujourd'hui, elle peut aussi apporter une réponse à nos besoins et je crois qu'il faut revenir là aussi à la charge pour avoir une offre combinée, non seulement qui comprend l'INP, qui comprend le CNFPT. Le ministère a aussi son rôle à jouer et on est en train là aussi de discuter avec le service de la formation scientifique et technique du ministère pour qu'il y ait des accès qui soient possibles et qui soient ciblés pour les agents des services de la formation au ministère. Donc voilà, essayer de penser une offre combinée pour les collègues, non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour les autres métiers. Et voilà, s'il faut mettre... voilà, c'est un travail, je pense, qui va nous occuper dans les mois et dans les années à venir. Mais j'espère qu'on va y arriver. Et donc, je donne la parole à Sophie. Merci. Alors, je ne suis plus au ministère, donc je peux parler. Je ne suis plus... Non, mais bon, là, je suis à la retraite. Je ne vais pas dire des horreurs sur le ministère, mais quand même, sur la formation, on s'est fait rouler dans la farine. Et ça a été vraiment, pendant des années, une lutte avec l'Institut du patrimoine. Petit à petit, vous connaissez l'histoire. Bon, ça a été dégressif pour nous accepter. La fameuse convention qui a été signée, là aussi, nous nous sommes fait rouler dans la farine parce que il y a une somme qui a été donnée qui permettait justement d'octroyer des places avec une gratuité pour les agents de l'inventaire. Alors le nombre n'était pas fixé, mais enfin bon, une fois c'était 3, une fois c'était 10, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et l'Institut du patrimoine a changé de personnel et une personne beaucoup plus difficile qui est arrivée, peu importe, elle fait son job. Et actuellement, comme toutes les institutions, tout le monde court après des finances, soyons clairs. Et lorsque tu parles du CNFPT, en tout cas avant que je sois partie,
L'idée, c'était que le CNFPT signe une convention avec l'INP afin de lui filer des thunes, pour parler vulgairement, et afin que, justement, il puisse nous prodiguer des formations, mais sous quelle forme, avec quelle possibilité de gratuité. Donc, Alain, je te souhaite bien du courage et j'espère que tu vas y arriver. Une dernière question, parce qu'on arrive à 15h. Juste pour quand même rappeler, parce que tu ne l'as pas dit, mais tu l'as sous-entendu, mais tu ne l'as pas dit, cette année, on a quand même, avec la formation technique du ministère, c'est pas la LINP, donc celle avec laquelle on organise les stages de formation à la méthodologie en région et à Paris, les stages à Paris seront gratuits pour les partenaires aussi. Hein, on a réussi, donc dites-le à vos partenaires qui s'inscrivent, et qui montre qu'il y a une vraie demande et que ce stage est très important à maintenir. Ah oui. Non, simplement pour proposer un petit retour d'expérience sur les ateliers Gertrude et le lien avec les questions de fond sur les outils, les supports. Caroline, tu as été témoin. Dans ces ateliers, il y avait énormément de mobilisation, beaucoup de production d'idées, beaucoup d'échanges. Mais ces ateliers sont toujours en cours. Mais ce qu'on a pu percevoir dans ce travail collectif, c'était aussi à la fois la prise en compte finalement de petites divergences, de manières différentes de faire. Et un des sentiments qui reste aussi de ces ateliers Gertrude et qui concernerait également les fameux réseaux de pairs, c'est le manque de formalisation. C'est-à-dire qu'on avait l'impression à la fois de la richesse d'échanges et en même temps une lacune sur finalement la mémoire de ces échanges, l'enregistrement finalement de choses, enfin de principes communs retenus, de mise à jour éventuellement. On est quand même passé d'outils complètement différents. Notre documentation, les prescriptions, les documents de référence commencent sérieusement à dater. Ils sont très bien, on s'y réfère toujours. Des documents, certains des années 60, qui sont parfaitement pertinents sur certains aspects. Mais est-ce qu'ils n'ont pas évolué? Et comment on peut accompagner cette mise à jour? Et qui va le faire? Est-ce que c'est les réseaux de pairs? Est-ce qu'il n'y a pas une expertise métier dans les services qui doit intervenir? Et sous quelle forme? Il y a cette formalisation. Voilà, les échanges sont très riches, mais très souvent, d'une réunion à l'autre, on réabordait et on pouvait apporter des réponses différentes d'une séance à l'autre. Donc voilà, c'est un risque que j'identifie. Et je l'ai évoqué aussi parce que, en effet, c'est un vrai risque. Et donc, ce sera peut-être la conclusion. Hein, c'est que on espère que les réseaux de pairs vont se solidifier, se mettre en place et avoir des réunions régulières, à la fois sous forme dématérialisée et en présentiel, parce qu'on sait qu'on a aussi besoin de se voir de temps en temps. Mais ça, la pige peut aussi être le moment justement où on peut se voir et des échanges plus techniques peuvent plutôt avoir lieu avec des outils dématérialisés qui peuvent permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer d'être quand même les partenaires, les membres. Mais il reste quand même toujours la question de savoir si c'est la bonne volonté là, qui est demandée à chacun de se dire, de se positionner en disant on va faire ça et je vais animer. Ou nous allons animer, ça peut aussi se faire en groupe. Hein. Mais et si justement il y a une thématique qui reste orpheline, est-ce que quelqu'un arbitre ça? Et puis surtout, en effet, quelle capitalisation pour ces données? Et à partir de quand la production de ces travaux devient une nouvelle norme? Et ça, c'est la mission qui forcément a un rôle à jouer à ce niveau-là. Merci de nous ouvrir la porte. C'est ce qu'il nous reste à faire. On a compris. On ne va pas répondre aujourd'hui. Il est 15h passées. On va maintenant passer à l'atelier sur la valorisation.